l'époque des landes à moutons, la Leyre, notre rivière, a un débit beaucoup plus important que de nos jours. En effet, la forêt, une grande partie de la forêt n'existe pas et la Leyre constitue le drain naturel du plateau landais. La vallée et les vallons sont les bonnes terres, les lieux de vie, à l'inverse du plateau, désertique et inondé en hiver et desséché en été. La Leyre, c'est aussi le lieu de vie. Les vallons et la vallée abritent les principaux villages qui sont reliés entre eux par des carrels, de mauvais chemins. Du bourg central de l'église partent des sentiers vers les hameaux qu'on appelle ici des quartiers. C'est un habitat dispersé. Au milieu du XIXe siècle, dans notre région, les ponts sont rares. Pour traverser la rivière, on emprunte le bac avec droit de passage et passeurs. À l'époque, en 1815, un savant agronome qui est en visite chez nous décrit la passerelle de Salles. Un jeu de planches mal ajusté, maintenu par des pieux fichés dans le sable de la rivière. Autre exemple, la route qui va de Bordeaux vers l'Espagne, via Melun, est dans un état pitoyable. C'est en 1875 que la troupe va la remettre en état. Donc nous voyons bien que notre région, à cette époque, vit en autarcie, repliée sur elle-même. Alors nous sommes au temps de l'agropastoralisme, avant la mise en culture systématique de la lande. Comment faire pour nous représenter les paysages d'alors, pour trouver les traces de la vie d'avant? D'abord, nous avons le travail incomparable de Félix Arnourdin, Loupec de la Bouègre, son travail photographique, ses notes et recollements variés. Nous avons aussi les noms des lieux, Craste, Biraig, Courgeyre, les dictons, les vieux usages, les chansons, la musique. Mais aussi, pour plus de rêves et d'émotions, nous avons les contes et légendes, avec leur part de vérité. Les récits des anciens, précieux, enjolivés peut-être, mais si les anciens sont nos passeurs de mémoire. L'essentiel pour nos jeunes, c'est bien de construire leur identité, de cultiver leurs différences. Car, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient.
Des classes sociales très structurées. Tout d'abord, la classe dirigeante, avec les notables locaux, qui ont compris depuis longtemps l'intérêt de la culture du pain, avec aussi les gros propriétaires, anciens tenanciers du seigneur local. Ils ne cultivent pas eux-mêmes leurs terres. Ils font appel, d'une part, à des métayers avec convention de partage, d'autre part, à des bergers loués à l'année. Autre classe sociale, celle des petits et moyens propriétaires. Comme les métayers, ils vivent en communauté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles sous le même toit. Le chef de famille, loup-mestre, avec les fils, les brus, les petits-enfants. Chacun des membres a une responsabilité particulière. Certains ont un travail salarié, une occupation artisanale. C'est ainsi que chaque famille va économiser pour plus tard acquérir des parcelles. Enfin, nous avons la classe des manœuvres, occupés à la journée, les brassiers, qui louent leurs bras. Ce sont les parias de cette société. À part également, on trouve les ouvriers venus d'ailleurs, les forgerons de l'étang du Bran, les scieurs de Long, les charpentiers du Tour de France, les colporteurs. Certains, avec patience, vont réussir à s'établir à demeure. Le pain, c'est la base de l'alimentation d'alors. Pain de seigle, bouilli de millet, paste bourride, le tout accompagné de soupe aux choux, de haricots, de tranches de lard. Plus tard, avec les pommes de terre après la Révolution, introduites après la Révolution. Le laboureur, c'est le chef de famille. Dans son champ, il est aidé par les femmes, car il y a plusieurs passages, binages nécessaires. On fait 2 récoltes annuelles. Le sol est amendé grâce au fumier des ovins. En juin, le seigle est récolté à la faucille. C'est une culture en billon. Dans les creux, dès le mois d'avril, le maïs, le millet, le petit mil jaune est semé, puis buté. Cette récolte est essentielle pour nourrir la volaille et le porc. Le porc, c'est l'animal qui, engraissé, fournira une grande partie de la nourriture de garde. Autre activité réputée, l'apiculture. D'après Charles Boucher et son travail sur Lugo, on compte en 1841 plus de 1000 ruches à Lugo. Un apier de 50 ruches, appelé bournac, fournit 675 kg de miel et 15 kg de cire. La vente est censée apporter 558 francs. Un bon rapport quand on sait qu'un ouvrier gagne 3 francs par jour pour 10 heures de travail.
Les bœufs, ils sont indispensables pour l'agriculteur. Martine et Joanne tirent la charrue. Le laboureur les soigne personnellement. Les bêtes vivent près des maîtres, car l'étable jouxte la cuisine, avec une ouverture pour le nourrissage. C'est une ration de son enveloppée de feuilles. Le petit paysan, quand il n'a pas sa paire de bœufs, doit les louer. C'est le gazaille, la convention de location. Par exemple, 50 francs chaque année à Noël, pendant 7 ans. L'entretien incombe aux paysans. Et à la fin, il y a partage des pertes ou des bénéfices à la revente, en fin de contrat. Indispensable aussi les bœufs pour les charrois. Le vieil usage des temps anciens perdure. Le métayer, comme autrefois le tenancier, doit effectuer un ou plusieurs convois pour le maître, comme autrefois pour le seigneur. Le brosse, la charrette à 2 roues, le cas, plus rare, celle à 4 roues, sillonne la lande. Des étapes de 6 heures, suivies d'un temps de repos. On compte plus d'une semaine pour aller à Bordeaux. Plus tard, les bœufs vont être remplacés par les mules. Les mules sont mieux adaptées au travail en forêt. Curieusement, elles continueront à s'appeler Martine et Joanne. Les bergers. Le troupeau de moutons est indispensable aux paysans pour la fumure du champ. Dès le printemps, les bêtes paccagent dans la lande. Mais pour la morte saison, le pré de rivière, le pré de ruisseau, Prat d'Ariveire, Prat d'Ariou, seront fauchés 2 fois l'an. En fin d'hiver, en Haute-Lande, on pratique l'écobuage, c'est-à-dire l'incinération, pour avoir de meilleurs pâturages. Les bergers, qu'ils soient loués ou non professionnels, c'est-à-dire un des fils de la communauté, fréquentent les parcs dits du Haut, en Haute-Lande, ou du Bas, en lande communale. On rejoint la Courgeire, c'est-à-dire la lande indivise du hameau, en suivant la passe, appelée la Péguière. Les parcs ou bornes appartiennent souvent à plusieurs propriétaires. Nous avons l'auvent au midi, le toit bas à la bise et à l'ouest, au mauvais temps, avec un enclos attenant pour les bêtes. C'est le Prat de Courtillot. Un peu plus loin, on a la cabane du berger, avec sa cheminée et le lit de bruyère. En 1850, d'après Charles Boucher, le revenu annuel d'un troupeau de 100 bêtes s'élève à 400 francs. On va bientôt vendre un hectare de lande pour 100 francs en moyenne. Le maire de Salles, Octave Cazovieille, insiste pour conserver un parcours à moutons de manière transitoire. Mais peu à peu, les bergers vont être exclus et la monoculture du pain va supplanter l'ancienne économie agro-pastorale.
La forêt des origines, c'est celle que l'on trouve aux abords de la rivière, avec des pins certes, mais surtout des chênes de haute futée ou en taillis, exploités pour fabriquer le charbon de bois. Les pins maritimes sont gémés. La résine s'écoule au pied de l'arbre, dans le crotte, un trou entouré de mousse. Les pins de résine, solidifiés, rejoignent l'usine. Les vieux pins, gémés à mort, servent à la construction. Les gros propriétaires, les investisseurs étrangers, ont, bien avant la Révolution, assaini puis mis en culture des parcelles, avec des fortunes diverses, des ruines, des abandons. L'État, depuis la Révolution, a permis aux petits propriétaires d'annexer quelques landes, à condition de les mettre à culture. En 1850, à Lugo, la surface boisée a augmenté de 20%. La barrique Chalosse, 340 litres, est payée 57 francs et distillée sur place depuis 1836. Les pins d'œuvre sont débités par les scieurs de long. Le commerce du charbon de bois est toujours d'un bon rapport. Les forges. Autre source de revenus pour les paysans, la mine, c'est-à-dire la pierre de fer que l'on trouve aisément en couche superficielle. C'est la matière première des forges. Les feux d'affinerie seront alimentés grâce au charbon de bois. Nous sommes au temps des maîtres de forge. Lescure à Lugo, Renoir à Bellier, propriétaire du pont du Bournette, Larrier à Ichoux. Ils vont remplacer les anciens seigneurs locaux. À Lugo, les fondeurs, les mouleurs, venus du Pays basque, vivent à part. 60 personnes entre Bran et Martinet. Ils ont leur jardin, leurs vignes. En 1840, les forges du Bran fournissent 250 tonnes de fonte. Et ils fournissent aussi un travail salarié pour bon nombre d'ouvriers locaux. En 1875, fin de l'activité, faute de matières premières. Pour conclure, l'agropastoralisme, ce sont des temps difficiles, des vies austères, avec leur cortège de misère et de privation. Alors comment en tirer parti et quelles leçons
retenir. Tout d'abord, par rapport aux hommes et à leur environnement, ils chassent, cueillent, pêchent, prélèvent de façon raisonnée les dons d'une nature généreuse. Ensuite, pour subvenir à leurs besoins, ils cultivent, élèvent, récoltent la gemme, entretiennent le rucher. Il s'agit d'une agriculture extensive, où l'on tire parti et profit de tout, à l'inverse d'une agriculture dite intensive, avec des exploitants qui privilégient la production unique. Chez nous, ici, les semences, les races animales sont conservées car parfaitement adaptées au milieu. Ici, chez nous, les hommes ont une connaissance empirique des techniques pour arrêter le sable, pour assainir le sol, pour canaliser la rivière. Les ingénieurs qui viendront par la suite ne feront que généraliser des pratiques ancestrales. Ensuite, quelles leçons par rapport au vivre ensemble? Nous avons des communautés familiales où chacun a son rôle au service de tous. Avec obstination et sans ostentation, le groupe fait fructifier son bien. La propriété s'agrandit, mais enrichira la génération suivante. Repli sur soi, peut-être, manque d'ouverture. Ici, on se méfie des étrangers. Certains, avec patience, s'intégreront à la longue. Les spéculateurs, eux, apprendront à leurs dépens que la forêt cultivée met plusieurs décennies avant le moindre bénéfice. Enfin, quelle leçon pour nous? Le passé éclaire le présent. Il faut partir de ce qui a existé pour inventer, créer de nouveaux modèles, entre respect du patrimoine et nécessaire évolution.